Quand tu peux plus faire semblant, t'es l'ombre de toi-même. Je pars avec l'intention de dire oui là où je dis non. Je me rappelle m'être dit, je vais traverser mon ego et mes doutes. Si t'apportes quelque chose, vas-y à fond. Permets-toi et on est là pour kiffer. Vie. Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, encore un plaisir, encore un invité ou même une invitée. J'ai l'honneur de recevoir Laurie. Oui. Présente-toi, dis-nous tout. Merci déjà pour ton invitation, Julien. Avec plaisir. Alors, ma présentation. Et Urus. Urus est là. Pardon, le petit chien qui me dit bonjour pendant ce temps, trop mignon. Alors, moi, donc, je suis psy-coach de profession. J'ai 40 ans. J'ai grandi à Paris. Ok. Et j'accompagne dans la vie les personnes qui veulent vraiment vivre une vie alignée et abondante. Il va me draguer comme ça pendant tout l'épisode. Parce que c'est à peu près le truc le plus mignon que j'ai jamais vu de la part d'un animal. C'était vraiment trop choupi. Le chien qui me regarde en faisant Allez, mais moi aussi. Donc, psy-coach. Du coup, lui aussi. Et lui aussi, voilà. Comme ça, on fait à trois, c'est marrant. Donc, tu accompagnes les personnes qui veulent être qui veulent en fait se réaliser professionnellement et personnellement dans un alignement, un respect et vivre en fait la vie qu'ils méritent en fait. Ok. Voilà. Et est-ce que tu pourrais définir un petit peu psy-coach, que je comprenne vraiment ? Oui, bien sûr. Alors pourquoi psy-coach ? Parce qu'il y a ce côté thérapeutique où on va finalement aller voir dans le régressif ce qui se passe dans tes croyances, dans ton système, pour venir faire bouger des choses qui sont peut-être de l'ordre de trauma, pour ensuite aller sur la partie coaching qui va être plus dans l'objectif, la motivation et le passage à l'action. Ok. Est-ce que ça suit un cursus qui est académique, psy-coach ? Est-ce que tu as été psy d'abord ou rien à voir ? Non, ça ne suit pas un cursus académique. Okay. En fait, on va dire que c'est de l'ordre de l'expérience, du coaching, mais aussi du psychopraticien. Du psychopraticien. Exactement. Ok. Et comment tu es arrivé là-dedans ? Comment je suis arrivée là-dedans ? Donc ça, c'est une très très bonne question puisque c'est l'objet d'une reconversion. On peut revenir. Tu faisais quoi avant d'ailleurs ? Moi, j'étais opticienne avant. Rien à voir. Rien à voir. Et comment, d'un coup, tu t'es dit, tiens, lunettes, non ? Non. Psy-coach. Voilà, plus exactement. De vision, je préfère. Voilà. C'est un petit peu dans le même style, dans le sens où le but, c'est de voir clair. Oui, c'est vrai. C'est joliment dit. C'est une belle transition. Voilà. Et finalement, de porter les bonnes lunettes pour aller là où on veut aller. Ok. Pourquoi ? Parce que déjà, le premier choix se porte sur un choix de peur, de manque, de il faut et rentrer dans des cases. Et le second se porte sur un choix de mission, de cœur et un choix viscéral. Ok. Voilà. Et t'as pivoté comment ? À quel endroit ? À quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Ouais, j'ai attendu un certain moment avant de pivoter. Je me suis donné le droit et l'autorisation de pivoter à 33-34 ans, suite à énormément de limites. Parce que finalement, lorsqu'on ne fait pas quelque chose qui nous appelle, lorsqu'on n'est pas aligné et qu'on suit finalement les voies de notre environnement, de nos ascendants, quand on est dans le modèle un petit peu qu'on nous a proposé un petit peu trop longtemps, il y a des limites qui s'érigent, des symptômes, des dépressions, des pertes de sens, qui sont là pour te rappeler à ton alignement. Ok. Et ça a commencé par quoi pour toi ? Comment tu sais ce switch-là où tu es passé d'opticienne à, comment tu définirais ? C'est quoi le métier que tu as fait juste après ? Thérapeute, coach. Ok. Et comment tu es passé de la gauche à la droite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu peut-être une formation spécifique, il y a eu de la pratique tout de suite. Comment ça s'est passé ? Déjà, il y a eu une grosse perte de sens. Donc, à un moment donné, un réveil, c'est-à-dire une grosse crise existentielle. Okay. Et à ce moment-là, donc, je choisis de couper, de stopper le TGV en marche, là où, logiquement, à un certain âge, tu penses pouvoir construire. Donc là, tu déconstruis. Okay. Et donc moi, personnellement, j'ai choisi de partir en voyage. Ok. Voilà, j'ai choisi de partir en voyage pour me recentrer, pour me voir, pour me connaître, pour m'essayer, pour, on va dire,
comprendre, je ne le savais pas encore, mais accepter qu'il y a plusieurs vérités et que les autres fonctionnent aussi. Ok. Ça, je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde. Tu sais, ce switch où tu sors de ce train-train et tu dis, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment la vie que je veux, là ? C'est ce qui s'est passé pour toi ? Ah ouais, complètement. Mais qu'est-ce qui t'a amené là ? C'est une vidéo ? C'est des livres ? C'est quoi ? Non, c'est un profond mal-être, je pense. Bah, ça part de là, je pense que c'est un profond mal-être et je me disais, mais c'est pas possible. T'étais pas heureuse du tout ? En fait, c'est pas possible de venir sur Terre, de naître, de venir au monde pour cette vie. J'étais là, il y a un truc qui va pas. Chris, c'est bien, je mais... Je ne peux pas... Voilà, non, mais je ne peux pas... J'aime bien la marque, mais quand même, non, quoi. mais dans l'absolu, je ne peux pas vivre du métro, boulot, dodo. Ok. C'est impossible Trop que je sois venue sur Terre pour ça. C'est pas possible. Ouais, je comprends la vision. Ok. Ouais, je suffoquais, j'étais en asphyxie. Boule au ventre et tout. À un moment donné, j'ai attendu jusque-là. C'est le pire, ça. Ouais, j'ai attendu jusque-là. Et pour moi, quelqu'un qui n'est pas aligné et qui vit dans une ville comme Paris, il implose. Ouais, je pense que ça peut être très dangereux. Voilà, exactement. Ouais, tu sais que tu peux développer des maladies quand même assez violentes en n'étant pas à ta place, entre guillemets. Hein. Ah oui. C'est hardcore quand même, de pouvoir développer des ulcères, des cancers, alors que finalement, visuellement, il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, c'est une catastrophe. Exactement. Tu n'aimes pas ce que tu fais, et quand même quand tu taffes, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ce que tu fais 80% du temps de ta semaine, voire 90%. C'est énorme. C'est exactement ce qui se passe. Et la maladie, comme on le dit, c'est le mal à dit. Donc en fait, la maladie vient pour te transmettre. Ah ok, Ok, super, ouais. Vient pour te transmettre un message. Te donner une info, ouais. Te donner une info, et elle existe pour une raison. Pour te réaligner. Ok. Ah, là on va attaquer. Il y a toujours ce petit fond non pour toi, cette grande vérité spirituelle, parce que je pense que la spiritualité est une part importante pour toi. Oui. Je pense aussi que c'est important, on y viendra. J'ai beaucoup vu de choses, comme j'ai pu te le dire un petit peu en off. Il y a des choses comme partout. Il y a des choses très positives, il y a des choses moins positives, ça fait partie du jeu. Il y a des abus, c'est un classique. Ok, donc tu pars en voyage, donc là tu es en train de taffer tranquillement, et d'un coup tu te dis demain je pars, comment ça se fait ? Ça va faire rêver les gens, ça, parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient de jeter en l'air leur costume ou de jeter en l'air leur bureau et de se dire moi demain je vais au Panama. Hein. Ouais. Bah, ça a été difficile. Donc, je vais vraiment, on va dire, ça a demandé beaucoup de courage de faire ce choix. Mais pour être plus précise, ça a été suite à un licenciement. C'est-à-dire qu'en fait, t'as montré la voie quand même. Voilà, en fait, j'ai toujours été une excellente salariée. Ok. Jusqu'à temps que mon système ne puisse plus. Donc, j'étais devenue une mauvaise salariée. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mon travail de la meilleure des façons. J'ai toujours eu des résultats excellents. J'ai toujours été très, très pointue dans ce que je faisais. Mais tellement mon système ne pouvait plus tenir, je ne pouvais plus être ce qu'on me demandait d'être. Évidemment, sur le coup, dans mon monde, à ce moment-là, c'est compliqué pour moi d'accepter cet échec, qui selon moi est un échec. Et là, je me regarde véritablement en face et je me dis, pourquoi ce ne serait pas finalement une évidence de redirection ? Et évidemment, je le savais que je ne pouvais plus supporter ce travail quotidiennement. C'est pour ça que j'en avais fait... j'avais commencé par le faire à mi-temps, puis sous forme d'intérim. J'aimais bien dire que j'étais l'intermittente de l'optique. Ok. Voilà, pour supporter, finalement, je vivais quand je ne travaillais pas. Wow. Et on va dire, j'accumulais de quoi vivre quand tu n'étais pas au taf. Dans ma profession, me permettait de vivre quand je n'étais pas dans ma profession. Wow. Voilà. Pour moi, je venais de ce modèle-là. Donc, j'ai été un peu plus maligne que les autres, dans le sens où je vivais de façon saisonnière, où je vivais pas à temps plein. Mais de toute façon, à un moment donné, mon système ne supportait même plus rien du tout. J'étais appelée à me réinventer à 100%. Ok. Voilà. Et comment ça s'est manifesté vraiment dans le cadre du travail ? Tu l'as ressenti très fortement ou comment ? Énergétiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu ne peux plus faire semblant, quand ta résilience est arrivée à ce c'est là que je voulais arriver, ouais. En fait, tu es l'ombre de toi-même. Que ce soit dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel domaine de vie, tu peux être l'ombre de toi-même professionnellement, dans ton couple. Ça ressemble à quoi ? T'as plus envie de rien ? Il n'y a plus d'âme dans ce que tu fais ? À quoi ça ressemble ? Ouais, Comment ça se manifeste techniquement ? C'était quoi la Laurie de ce moment-là, quoi ?
Bah, Laurie, en fait, elle a presque pas envie d'être en clientèle, elle a presque plus envie d'être agréable, elle subit, Ah oui. voilà. Donc en fait, elle est même plus, elle performe plus. En fait, elle va mettre l'intention, mais au-delà de ça, ça sonne faux. Voilà, en fait, c'est Ah, ça. waouh, c'est vois très bien expliqué. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Et en clientèle, pour le coup, mettre la bonne énergie, transmettre la bonne énergie, capital. J'ai lancé un accompagnement sur un sujet qui est tout autre, peu importe la thématique. Et j'ai fait tout un module complet, d'ailleurs dans cette pièce, mais sur l'écran qui est derrière toi, sur ce sujet-là, sur l'énergie. Et j'expliquais que la grosse partie de la stratégie de vente, en tout cas que celle que moi j'applique, reposait sur ça. Tu vois, dès le début, d'envoyer du bon power et quelque chose de différent. Pour que quand les mecs arrivent en call avec toi, ils se disent « Ah ouais, déjà, là, il y a une casquette, tu m'y attendais pas. » Mais en plus, j'ai bien aimé le sourire, le plaisir. Le gars a l'air content, quoi. Ça change de toutes les réunions que je vais me taper dans la journée avec des mecs qui me balancent leur sauce, toujours la même. Là, il y a un truc qui se passe. Donc ouais, c'est vrai que c'est important. Tu humanises l'expérience. À mort. On est là pour vivre des émotions, on est là pour faire vivre une expérience, on n'est pas là pour finalement livrer un protocole, un process, etc. Et c'est vrai que voulant travailler en plus chez les meilleurs, bah, quelque part, les meilleurs, c'est une expérience globale. Et je ne pouvais plus correspondre à cette expérience globale. Qu'est-ce que tu appelles les meilleurs? Les meilleurs dans le cadre de voilà, l'optique? Exactement, dans le cadre de l'optique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu m'offrir, on va dire, pour moi, la beauté et l'amour du produit, du service, en fait, l'excellence. La définition de l'excellence. Et en fait, pour moi, ça passait par les belles manufactures, les belles factures, les beaux agencements, les belles décos, un beau service, une considération particulière. Et c'est vrai que je ne pouvais plus correspondre à ça. Ouais, donc incompatibilité énorme entre ton niveau d'exigence et le niveau d'énergie de dispo dans cette profession-là. Bah c'est pas possible. C'était pas possible. Ah ouais, donc, échec. Ouais. On arrête mon contrat. Okay. Et moi, c'est la première fois que je vis un échec. Là, ça a dû être dur. J'ai toujours été excellente. Là, ça a dû être dur. Ah, là, c'est dur. Wow. Depuis mon petit monde, c'est très dur. Surprise totale? Ou tu le vois venir? Non, je le vois pas venir. Parce que pour moi, d'où je viens, c'est normal de faire les choses en forçant, de faire les choses dans la difficulté, de faire les choses dans la pénibilité. Donc, quelque part, c'est mon niveau de normalité. Donc, pourquoi me faire arrêter dans quelque chose qui est normal pour moi? Ok. Il y a une incompréhension à ce moment-là? Il y a une petite incompréhension. En tout cas, il y a une petite surprise où presque je demande des explications. Alors que finalement, il y a une évidence finalement de genre... Mais tu vois? Mais tu vois que t'es pas à ta place ou c'est comment? Toi, tu vois pas à ce moment-là? Je le vois parce que je suis pas bien. Mais de là à vivre ça, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, je faisais quand même le taf. Waouh, ça a dû être un moment de ta vie très désagréable. Ça demande une remise en question. Ouais. Mais après, une fois que tu as passé la barrière... J'ai assez vite switché. Ouais. Tout simplement parce que j'ai pris ça comme une redirection. J'ai aussi compris que, si j'étais très honnête avec moi, parce qu'à un moment donné, il s'agit d'arrêter de se mentir, j'étais pas heureuse, j'étais pas à ma place. Et ça, tu le sais, ça. Personne avait à y gagner. On était dans un jeu perdant-perdant. Un bon lose-lose, comme on les aime pas. Un bon lose-lose. et de là, je vois un petit peu dans mon entourage qui est référence de son domaine, ce qu'on peut souhaiter à tout le monde finalement, qui est heureux dans sa vie, qui m'inspire. Et là, je vois cette personne qui, pour moi, est très atypique, qui est un ami à moi, qui, pour moi, est vraiment une référence de son domaine, qui est vraiment une star. Et je l'imagine seulement ne pas être aligné, ne pas être, comment dirais-je, atypique, ne pas vivre son mode de fonctionnement. S'il voulait se mettre dans la norme et dans les cases, j'imagine seulement cette personne, par exemple, vendeur dans une boutique de luxe. Ouais. Et là, je me dis, mais il serait tellement passé... Il serait triste. Ah, il serait triste. Ouais. On lui priverait de son génie, on lui priverait de son art. On lui demanderait de juste faire bonne figure, de ne pas parler et d'être très discret et de pouvoir juste servir. Et il serait passé à côté... De ce potentiel, quoi. De ce potentiel énorme qui est d'être le numéro 1 dans ce qu'il fait. Et tu veux le citer ?
Je peux le citer, il C'est s'appelle qui? Mathias Boucard. Ok. Il est directeur de la photographie dans le cinéma. Ok. Et il est parti de rien. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 de son domaine. Il travaille à travers le monde. Il a toute l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Et j'imagine, et lui, il est dyslexique au possible. Il ne sait pas faire une phrase sans faire une faute. Et À l'oral ou à l'écrit? alors, à l'écrit. Ah, j'ai eu peur. Parce que Non, bon, non, pour se à vendre, il l'écrit. faut quand même savoir expliquer, mais ok, d'accord. Non, il n'a pas besoin de se vendre, c'est un artiste. Ah, Il se fait traverser par l'art, en fait. ok. Et si tu le captes pas, ou si lui-même s'était pas autorisé à vivre cet atypisme, ce potentiel, il aurait été peut-être vendeur dans le meilleur, plus beau magasin de luxe, il serait passé à côté de lui. Ah, c'est possible, ouais. Il fait ça depuis longtemps maintenant? Il fait ça depuis très longtemps, il a eu la chance d'être rapidement dans son juste et d'être discipliné dans son art, on va dire. Ok. Et je me suis juste donné cet exemple-là. Juste quelqu'un qui est génie, qui a un art, qui a son unicité, qui demande juste à être révélé, qui finalement se complaît dans ce qu'il faut et dans ce qu'on doit dans la répétition générationnelle. Et qui est potentiellement, pour le coup, très heureux dans cette configuration. Et qui est extrêmement heureux et qui surtout vit son plein potentiel et s'éclate et partage cette belle énergie justement. Forcément. Celle qui est intéressante. Quand t'aimes ce que tu fais, c'est magique. C'est beaucoup plus facile d'avoir une bonne vie et de transmettre des bonnes ondes. Et ça se sent. Exactement. Et je me suis passionnée par ça. Ok. C'est-à-dire révéler l'unicité, le potentiel de chaque personne pour exploiter ce génie fidèlement qui se permet d'être révélé juste par une autorisation, l'autorisation de soi. C'est très personnel, ça. Hein. C'est très, très personnel et qui est là où il faut se détacher quelque part de toutes les voix ambiantes, que ce soit celle de la société, que ce soit celle de nos parents. La sienne aussi. Hein. Que ce soit la nôtre, les jugements internes qu'on peut avoir, la critique interne qu'on peut avoir. Et c'est une grosse voix. Hein. Et c'est une très grosse voix. C'est une très, très grosse voix. Ok, très beau. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Donc tu te fais licencier, remise en question. Comment tu démarres? Là, je te demande par contre du concret. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un plan après d'ailleurs, il y a ton voyage d'abord. Après, on reviendra sur le concret. Tu pars combien de temps? Je pars seulement 2 fois 3 mois aux États-Unis. C'est pas mal déjà, 2 fois 3 mois. Ouais, c'est énorme pour moi. Pour la plupart des personnes, 2 fois 3 mois de voyage, c'est plusieurs années de voyage là que tu dis. Donc Exactement. 2 fois 3 mois à la suite. En fait, 3 mois d'abord, Ouais. je reviens 3 mois en France et je repars 3 mois. Ok. Les 3 premiers mois à Miami et la seconde expérience à New York. Ok. Donc en fait, là, je pars juste dans une démarche de m'autoriser ce que je ne m'autorise pas depuis très longtemps, à savoir aller à l'étranger, faire ce qui est loin de l'optimisation. C'est-à-dire que m'autoriser finalement à ne pas être productive, à ne pas construire, à ne pas me mettre de pression. Juste vivre. Et à juste vivre. Et c'est tellement loin de mes schémas proposés depuis que je suis petite que limite ça me déstabilise à un point. Bah, c'est difficile, ouais. C'est ultra difficile. Tu déconstruis là. Stopper le train là où il est à plus que 100 km/h, 200, 300 km/h, là où tout le monde est à 300 km/h, où on parle ambition tout le temps, là pour moi je régresse. Ah, t'es plus un train, il y a pause. T'es une chaise. Voilà. Fais autre chose. Je m'autorise à régresser, à surtout vivre ce dont je suis appelée, c'est-à-dire apprendre à marcher, réapprendre à marcher, à m'autoriser à voyager seule, à apprendre la langue, l'anglais, qui n'était pas du tout un acquis pour moi. T'avais pas de base ou pas de maîtrise spéciale? Si, quand même un petit peu, mais j'étais vraiment pour moi très nulle et surtout bloquée. Donc je ne me permettais pas le progrès. Je pars avec l'intention de dire oui là où je dis non. Je pars avec mes jugements et je me rappelle m'être dit, je vais traverser mon ego et mes doutes. C'est-à-dire que là où je vais douter, je vais traverser, je vais me prouver, je vais récolter des preuves que c'était des croyances. Ouais. Et mon ego, parce que je vais m'autoriser à ne pas être la personne performante, utile. Je vais pas être utile. Juste toi et juste humaine. Voilà, exactement. Tu vis ce que tu as à vivre, tu rencontres les gens qu'il faut rencontrer, tu vis. Quand tu arrives sur place, tu connais des gens? Non. Ah ouais, t'es vraiment...
C'est voyage mise à nu, mais total. Quand tu déconstruis bien, toi. C'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas la langue, il n'y a pas le pays, il n'y a rien. J'ai la peur. Je me rappelle être terrifiée. Ouais, tu m'étonnes. Je me dis, j'ai envie de la nouveauté, mais j'ai tellement peur de l'inconnu. Et je sais à la fois que ça va être une expérience magique parce que dans l'inconnu va vivre ma renaissance. Ok. En plus, tu es dans le bon pays pour le mindset. Mais là, je ne le savais pas. Les gens sont très accueillants. Exactement. Les gens sont fabuleux. Alors, c'est pas tout le temps vrai, hein. Quand même, ils sont un petit peu faux sur les bords, mais ils sont quand même très accueillants. Ça, c'est pour le coup assez réel. C'est ça, et je leur demande pas d'être vrais presque. Ouais. Je leur demande d'être énergétiquement sympa et de m'accueillir comme il se doit et de me transmettre une vibe qui va me permettre de la maintenir et de l'entretenir. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font, dans le sens où moi, je pars aux États-Unis parce que c'est proche de Paris. Je ne veux pas aller à Los Angeles parce que c'est beaucoup trop loin. T'es proche de Paris, c'est-à-dire oui, c'est vrai que par un rapport... peu de chemin quand même. Hein. Oui. T'écoutes, on dirait que si tu te trompes je veux parler anglais, ok. Ok. À l'époque, ce qui me vient en tête, c'est Londres. Je me dis, mais au secours, le temps, etc., le climat. Au secours, l'anglais aussi. Voilà. Non, on ne comprend pas quand vous parlez. Tu trouves? Bah oui, le mot food, ça se dit pas food. Je suis désolé, c'est food qu'on dit. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des Anglais qui regardent, food, ça n'existe pas. C'est food. Il y a de O, fais un effort, fais quelque chose. Et puis, applique-toi. C'est-à-dire que si tu comprends pas mon anglais, oui, c'est personnel. Répète pas. Enfin, moi, je comprends pas ton anglais. Applique-toi. Répète pas exactement la même phrase. Je sais pas si tu as vu ça à Londres, ils aiment bien faire ça. Aucun effort. Some food, somewhat, some food. Je ne comprends pas. Et puis toi, quand tu dis pas le bon mot précisément, ils comprennent pas. Ah non, ils comprennent pas. Alors que quand ils te le répètent, t'as l'impression d'avoir dit la bonne chose. Ah bah non. Okay. Là vraiment, si tu te trompes un petit peu d'emphase, je dis non, c'était pas do, c'était ro. Ah d'accord, l'enfer. Bref, voilà pour vous, les gens de Londres, je vous aime quand même. Voilà, en fait, du coup, je me retrouve licenciée, je suis en plein hiver. L'angoisse vraiment. En plus, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'avais déjà craqué préalablement en choisissant de quitter Paris, en allant vers les Antilles. J'ai vécu entre Saint-Martin et Saint-Barth. J'étais toujours dans l'optique. Et déjà, ce sas, on va dire, m'avait fait énormément de bien. Je reviens parce qu'il y a un cyclone qui a dévasté Saint-Martin. Je sais que je suis déjà sur une fin d'expérience de la vie insulaire parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. Mais de revenir à Paris, plus l'expérience hivernale, plus l'expérience échec dans mon métier, ça faisait un boom. Qu'est-ce que je fais en fait? Et là, je choisis de partir. Mais je me dis, je n'ai pas envie d'aller à Londres, la météo. Pour moi, l'Australie, c'est beaucoup trop loin. Los Angeles, c'est beaucoup trop loin, j'ai peur. Miami, c'est à côté des Antilles. C'est pour moi pas trop loin. Pour le coup. On le dit pas assez, ça. On visualise pas qu'en fait, c'est proche. Mais c'est super proche. C'est vrai que toi, t'as pensé comme ça. Mais c'est vrai qu'on visualise pas. Miami, écoutez bien, hein, c'est à côté des Antilles, faut le dire. Mais oui, ça a deux. Est-ce que les Antillais sont des Américains? Peut-être. Voilà. T'es à 2 heures c'est ouf. 2 heures, 2 heures et demie. On est à 2h30 en direct de Miami. Il n'y a pas de décalage horaire. Moi, après, je dois retourner à Saint-Barth et Saint-Martin pour post-cyclone pour ramasser mes affaires. C'est vraiment parfait. Le détail que tu avais oublié. Mais oui, c'est un détail quand même. Ah oui, c'est un détail important. Parce que quand tu me dis, ouais, je suis à Paris, je vais aux États-Unis, c'est pas très loin. Ah bon? C'est ça. Que 15 heures d'avion, c'est quand même beaucoup. Non, 8 heures, je crois. Donc, tu es à 2 heures. En tout cas, là, tu es à 2. C'est ouf. C'est un petit trajet Paris-Rouen avec un peu de bouchon, quoi. C'est ça. Mais à l'époque, j'étais à Paris en train de dépérir. Okay. Et j'ai quand même fait mes 8-9 heures d'avion. Je choisis quand même de partir en business, histoire de me dire... j'arrive mais bien, je sais pas où je vais mais je le fais bien. C'est pas le même voyage d'ailleurs. Je me mets dans une dynamique incroyable, je suis en train de refaire ma vie dans l'avion, de me dire mais qu'est-ce que je fais, mais bon ça va aller. Et du coup pourquoi je te dis ça, parce que je suis aux États-Unis, dans une ville que je juge quand même, Miami, très superficielle. Je me dis bon je vais là vraiment, c'est parce que c'est une concordance. Ouais. Mais là, en fait, je vis dans un condo, piscine, tout ça. Je m'inscris à l'école pour parler anglais. Je m'en veux d'être à 33 ans, là, en coloc, dans une école pour parler anglais. J'y vais le premier jour. Déjà, tout le monde a le sourire, tout le monde m'accueille. Je suis là, mes bénédictions. La personne en bas de chez moi qui est dans le condo, pareil, m'accueille comme si j'étais la présidente des États-Unis. Je suis là, mais waouh, je suis où? Ensuite, je m'installe en cours et là, je vois que je suis la plus jeune de la classe. Ok. Et là, je me dis, non, mais c'est pas vrai. Ma critique intérieure m'a presque lynchée à 33 ans de reconstruire ma vie et de me permettre de retourner à l'école.
et de m'en vouloir de faire ça à 33, là où tout le monde se pose, enfant, etc. Et en fait, je suis la plus jeune de ma classe. Un petit CQFD de la vie. Exactement. Ça t'a détendu, ça? Ah, mais ça m'a détendu, ça m'a énervé contre moi. Je me suis dit, mais détends-toi, Laurie, mais vraiment. Ouais, mais vu vraiment de l'esprit, tu choisis, tu prends des décisions alors que tu n'as pas vécu, tu supposes. J'ai eu un coaching, entre guillemets. Allez, j'ai donné quelques conseils tout à l'heure et la personne ne m'a répondu qu'avec des vues de l'esprit. Elle m'a dit, ouais, mais si je fais ça, eux, ils vont dire ça. Si je fais ça, waouh. Je la regardais en disant, waouh, ta vie est tellement drivée par une autre personne que par toi. C'est terrifiant. Toutes tes réponses, intérieurement, je me le suis dit, parce qu'on n'avait pas le temps de trop en parler, toutes tes réponses sont dictées par ce que vont potentiellement faire ou penser les autres, qui sont tout le monde des personnes. Hein. Terrifiant. Donc du coup, on fait rien. Donc je lui ai dit, donc, si j'ai bien compris, tu es dans cette situation A, et tu devrais... si on prend le choix B, il va se passer quelque chose de pas bien, les autres ne vont pas vouloir. Et si on prend le choix C, du coup, ouais, mais non, là, je sais pas... Donc, voilà, donc on a deux choix. Soit tu restes dans le caca, soit tu fais pas parce que les autres vont dire. Donc tu restes aussi dans le caca. C'est ouf quand même. Hein. Non, mais et je lui ai posé deux trucs côte à côte. J'ai dit, du coup, tu choisis quoi? On fait rien alors. C'est flippant quand même. Hein. Donc l'étroitesse de l'esprit projette l'étroitesse de ta vie. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Et quand tu comprends ça, tu viens regarder vraiment ce qui se passe dans ton système interne. Et quand tu déconstruis ton système interne pour finalement déplacer les murs, et ben tu déplaces les murs de ta projection, de la manifestation qu'est la vie, et des opportunités que tu peux recevoir, et ta vision à l'approche, dans la perception de l'événement que tu vis. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les États-Unis allaient m'apporter un mindset. J'ai rencontré la gentillesse des Américains et la chaleur des Latinos dans une ville qui s'appelle Miami, qui, pour moi, était une ville superficielle. On avait juste oublié de me dire que l'énergie, la vibration de Miami était extrêmement haute et qu'on te demandait de ne surtout pas être normal. Et qu'on venait valoriser vraiment ce que tu pouvais apporter. Et surtout, si tu apportes quelque chose, vas-y à fond. Et permets-toi. Et on est là pour kiffer. Vie. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'ils étaient en train d'enlever beaucoup de cases. Me montrer que toutes les vérités sont des vérités bonnes à prendre si elles te permettent. À partir du moment où elles ne te permettent pas ces vérités, sache qu'il y en a d'autres. Et qu'on ne vit pas tous dans le même monde et que pourtant tout fonctionne. Ou pas. Et là, ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie et de me dire, en fait, la vérité qu'on m'a proposée depuis 33 ans, en fait, il y en a d'autres et elle fonctionne et je peux même me la choisir. Et en fait, pourquoi je ne la choisis pas? Ça va être par des loyautés inconscientes, d'où je viens. Ça va être les autorisations d'aller dans d'autres vérités. Ça va être le fait de bien faire pour être aimé et apprécié. Ça va être pour plein de raisons, en fait. Et l'idée, c'est de sortir du lot et de se reconstruire ses croyances, son système, ses vérités, pour aller vers là où tu veux. Parce que là où tu veux aller, là où moi je veux aller, c'est deux endroits différents. Et ce qui compte, c'est de ne pas rejeter pour toi la définition de ta vie rêvée. Et si ta vie... c'est de vivre un mois partout dans le monde, et si ta vie c'est de pas avoir d'enfants, et si ta vie c'est d'être complètement libre, et si ta vie c'est d'être millionnaire, et si ta vie c'est... En fait, ce que tu valorises et priorises, on appelle ça vraiment les valeurs, se connaître, c'est très important de les nourrir. Et se donner l'autorisation de les nourrir surtout. Très important. Très important. Moi je crois que j'ai fait sauter quelques barrières quand je taffais. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Comme tu dis, éduqué dans un modèle très particulier où il faut être beau en cours, enfin particulier, classique, où il faut être beau en cours, tu connais la méta de la vie, un peu classique. Et ce qui m'a ouvert les yeux, à titre perso, c'est pas forcément le business, en tout cas tout de suite, c'est d'être jeune, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune, et entouré de personnes, entouré de gens qui avaient 10 ans de plus que moi, et le petit déclic, en tout cas le premier, ça a été de me dire, mais attends, mais on m'a toujours vendu ces gens-là comme des adultes, tu vois. C'est la première fois que je rentre dans un bureau. En général, tu le regardes depuis l'extérieur, tu vois, tes parents qui te disent, tu vois là, la 3e fenêtre, c'est mon bureau. Et ta mère qui dit, tu vois la 4e fenêtre, c'est mon bureau. Et tu sais pas ce qui se passe dans ce monde féerique, tu vois. Et là, j'y étais. Je passe du temps dans ce bureau, je rencontre ce qu'on m'a toujours vendu comme étant des adultes responsables, équilibrés, précis. Et j'écoute les discussions de cafétéria et je me rends compte, je me dis, mais attends, mais en fait, il y a des adultes, bon, ça va paraître un peu abrupt, mais
c'est des bouffons. Et c'est ça la révélation que j'ai. Je les entends discuter et je me dis, en fait, il y a des humains plus vieux que moi qui ils servent à rien. J'entends les conversations, j'entends que ça vole vraiment pas haut. Je me dis, mais attends, ça y est, vous êtes arrivé à la fin du jeu. Les ambitions, non, il n'y a pas de... Vous rigolez plus, vous rêvez plus, juste ça, vous êtes... voilà, vous travaillez, cafette, puis après vous rentrez chez vous, vous regardez la télé, puis vous revenez travailler, cafette, et puis c'est devenu votre attraction, la cafette, c'est tout. Voilà. Et puis on passe du temps devant des vidéos ou des films, et c'est tout. Et tu vois, une fois que j'ai compris qu'il y avait mieux à faire que ça, et que j'ai vu qu'en fait, ces adultes, ces profils d'adultes n'étaient pas si stylés que ça, je me suis dit, peut-être que ce qu'on m'a appris, c'est peut-être pas vrai. Et là, tu te la première brique. Voilà, de remettre en question, de démystifier. Le modèle, ouais. C'est beau ce que tu dis parce que tu me parles d'ambition. Et c'est vrai que se câbler à un système qui n'est pas de ton ambition, c'est aussi réduire ton ambition. Totalement. Moi, pourquoi je fais ce métier et pourquoi l'ambition me parle tellement et pourquoi j'ai envie de révéler et d'amener les gens là où ils veulent aller, pas là moi où je veux aller, là où ils veulent aller, c'est parce que ma mère est anti-ambition. C'est-à-dire que tout ce qui est le miroir de l'ambition pour elle, la met en réaction. C'est-à-dire que j'ai vécu dans un monde réactionnaire de l'ambition. Si tu te permets de penser, de croire que tu es quelqu'un, c'est très compliqué et c'est très mal reçu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été privée de ça. C'est bizarre, ça existe. Ah, c'est OK. Dans l'épisode que j'ai tourné avec Marco, il en parle de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il se rend même pas compte. Le gars arrive à avoir un business, le gars arrive à gagner sa vie depuis chez lui, mais comme il a aucun soutien, il se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est une prouesse. Il dit, je gagne ma vie, je sais pas si tu te rappelles un peu de cette phrase, en substance, je gagne ma vie, mais vas-y, mon père, il me soutient pas. C'est fou, l'importance du poids du père. Alors que tu es en train de faire une masterclass, tu es en train de faire un truc que lui, il a jamais fait. Exactement. C'est fou ce que tu fais. Enfin, tu as réussi à arriver là où tu voulais aller. Mais comme tu n'es pas soutenu... C'est ça. Et comme il est dans la lignée la loyauté. du faire plaisir et de la loyauté de son père, tant que ce n'est pas dans sa lignée, il n'y aura pas l'énergie de la valeur dedans. Et donc lui, c'est comme si... Tant qu'il n'accepte pas, c'est quelque chose que je vois beaucoup en accompagnement, tant qu'il n'accepte pas de dépasser son père, parce qu'il veut être reconnu. C'est vrai qu'il le place au-dessus, t'as raison. Donc, garder dans son système la place du père au-dessus, et à ce moment-là, il réduit son monde à celui de son père. Et tant que ça reste un potentiel, c'est-à-dire j'attends qu'il me reconnaisse, il ne va pas s'autoriser à le dépasser parce qu'il va annuler cette potentialité de pouvoir être reconnu par son père, qui est le Graal de sa vie. Ouais, c'est vrai. Et il va s'empêcher, il peut se couper plein d'opportunités justement avec cette vision-là, c'est l'enfer. Mais l'enfer. Et moi, quand j'écoute ce podcast, il est autant intéressant, autant magnifique que j'ai envie de lui dire « Oh, allô, t'es en train de faire un truc bien !» Ah non, mais c'est incroyable, juste reconnais, arrête de rusher, tu vois. J'ai essayé. J'ai entendu et c'était super intéressant. Et d'ailleurs, ce que tu as permis, ça permet à tes auditeurs. Et moi, pourquoi je suis dans l'accompagnement et aussi ça s'appelle l'accompagnement systémique, c'est parce que je regarde où tu es dans ton système, que ce soit environnemental, dans ton système familial, dans ton système, dans toutes tes relations, c'est-à-dire dans ta relation à l'ambition, ta relation à l'argent, ta relation à tes parents, et là où tu ne te places pas en leader. Et là, on va venir te replacer au bon endroit. Très important. Et où est-ce que c'est au bon endroit? C'est quand tu as récupéré tes pouvoirs personnels avec amour, c'est-à-dire ne plus être en réaction dans ce qu'on t'a, là où tu les as laissés, c'est-à-dire là où tu es un peu sous emprise sans le savoir, et tu te places en leader. Et quand tu te places en leader, tu comprends que tout le monde est à ton service. Et tant que tu n'es pas là, tu ne peux pas profiter de ta relation. Parce que tout le monde a tout à y gagner. Tu sais, on parlait du lose-lose. Et en fait, le win-win, c'est quand tout le monde se place en leader et que des leaders relationnent. Là, on est pas mal, Là, on est bien. Et c'est ça. Et en fait, de venir te replacer dans ton système, de laisser l'emprise avec amour et les loyautés, permet vraiment d'aller là où tu veux aller, de dépasser ce que tu as dépassé, en changeant tes perceptions de discours interne pour t'autoriser à le dépasser et aller là où tu dois vraiment aller. Ce pourquoi t'es né, ce pourquoi t'es fait. Totalement. J'en place une juste pour indiquer que
faire ce chemin de vie, c'est possible. En tout cas, pour ma part, ça a été possible. Moi, j'ai pas spécialement, pour le coup, été leader au début de ma vie, mais petit à petit, tu peux faire les choix et réussir à avoir une position de leader avec le temps. Ça se fait à fond. Ça se fait à fond. Et qu'importe le départ. Moi, je pars d'un profil, 50 kilos, petites lunettes, petite coupe de cheveux. Vraiment, mais pire homme ever, tu vois. Ah ouais, truc de fou. Donc, en taffant, tu peux arriver quand même quelque part en faisant les choix, en te rendant compte de certaines choses. Et surtout, je pense que tu risques d'être d'accord avec moi, en prenant des décisions. Très important de prendre des décisions. Il faut se positionner dans la vie. Et le premier truc qu'on nous apprend à faire, en tout cas dans certaines éducations françaises, c'est à éviter de gêner. Mais prendre des décisions, c'est se positionner. Donc forcément, tu vas gêner. Ça fait partie du jeu et c'est OK. C'est OK. Deuxième déclic qui m'a amené là, toujours dans le cadre du travail, j'ai commencé à discuter avec des personnes beaucoup plus âgées. Donc des mecs qui étaient là, qui avaient 65 ans, 70 ans. Et on m'a toujours dit que les vieux, il fallait absolument les respecter parce que c'est eux qui avaient la connaissance. Mais tu es obligé de comparer. Tu dis, attends, j'ai 20 piges, on fait le même taf. T'étais pas censé avoir la connaissance là ? C'est étonnant. Et pareil, t'écoutes un peu la profondeur de la personne qui a certes du vécu, ce que je respecte, et c'est normal, t'as passé du temps sur Terre, mais en soi, il y a quand même peu de valeur ajoutée dans ce que tu racontes, tu vois. Et ça, quand tu t'en rends compte, pareil, tu démystifies le fameux « c'est un vieux, faut le respecter à fond ». Non, on va le respecter à hauteur de ce qu'il a fait. C'est pas t'envoyer, je vais pas te love bomber parce que t'es plus vieux que moi. Il n'y a pas de... Il y a un respect d'humain classique, mais il n'y aura pas de déférence absolue parce que tu as 30 ans plus que moi, ça n'a rien à voir. Donc ouais, beaucoup de chemin à faire. Il n'y aura pas de perte de discernement par rapport à qui tu es, ta posture, ton âge, voilà. Et il y aura et ce que tu racontais par rapport à le fait de faire taire ses besoins pour finalement ne pas déranger. Ouais. Mais ça, c'est destructeur. Ah, mais c'est massif. Mais tout ce qu'on a à reconstruire derrière ça, on le voit à 100% dans mes accompagnements, parce que tu ne peux pas te replacer et valoriser qui tu es sans accepter de déranger. Effectivement, et te reconnecter à qui tu es, tes besoins, etc. Il faut se positionner. Si tu ne prends pas de décision, c'est compliqué. Hein. Que ça soit dans le business, dans la vie, ou même, en vrai, dans tous les carquois de la vie, j'ai bien l'impression. Hein. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je ne peux pas prendre de décision. On te demande, en fait, tu es appelé à prendre des décisions. Il vaut mieux. Puis, ouais, c'est vrai que dans on parle à peu de près, position. La position, se positionner, c'est décisionner. Si tu décisionnes, dans tous les cas, tu ne peux pas être en accord avec tout le monde. Et tu ne peux pas non plus être neutre dans la vie, ça ne marche pas non plus. Faut aller quelque part. Ça marche même dans le couple, quoi. Quelqu'un d'un peu middle qui se positionne pas, c'est pas... en tant qu'homme, c'est compliqué, quoi. On l'attend ailleurs. Ouais, on l'attend ailleurs. Bon, on a fait ces 3 mois. Donc là, tu as fait les 3 mois à Miami. Tu me dis que tu reviens en France ? Je reviens en France. Île ou Paris ? Non, je reviens à Paris parce que, en fait, je fais un choix aussi qui a été une leçon. Okay. C'est-à-dire, en fait, je ne me permets pas et ne m'autorise pas de vraiment faire les choses bien, à savoir, par exemple, un visa qui va me permettre de rester 1 an et qui va me permettre de faire une expérience. Okay. Et en fait, je me dis, je me donne que 3 mois. Parce que je me donne que 3 mois. Ok, encore vraiment. Une limitation. Encore une limitation, genre j'y vais, mais pas trop quand même. Ouais. Donc un pied devant, un pied derrière. Un pied derrière, ouais. Les 2 pieds ne sont pas au même endroit. Et ça, c'est une vraie leçon. Et donc je rentre en France et je me dis, pourquoi pas faire un travail qui me permettrait de pouvoir travailler sur les États-Unis avec des faux papiers, avec voilà, tu vois, je suis en mode je vais avec y retourner. Des faux papiers, c'est-à-dire en fait, je vais y retourner, mais je vais aussi générer de l'argent parce que je peux pas forcément me permettre d'y être vraiment comme ça. Ah, tu vois que tu peux pas bosser là. Je peux pas bosser, mais bon, je reçois quand même des indemnités chômage, donc ce qui me permet de vivre. Mais au-delà de ça, j'ai envie de travailler. Ok. J'ai envie de travailler tout simplement simplement vivre la vie, locale. Ouais, pour sociabiliser, pour avoir un travail. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire qui me permettrait de travailler ? C'est de la restauration. Simple. J'en ai jamais fait de ma vie. Je suis en panique totale. C'est en anglais. Mais même, je commence à Paris, du coup. Ah, ok. J'ai un ego pas possible qui me dit que c'est un sous-métier. C'est moche, ça. C'est moche. Pas beau, ça. Ah, c'est moche. Ça, c'est pas beau, ça. Non, pour moi, c'est un métier de service. Certainement aussi mon transgénérationnel aidant. Pour moi, c'est un job alimentaire. Je n'ai pas du tout la vision de ceux qui le font avec excellence, mais plus ceux qui le font par contrainte et parce qu'ils n'ont pas le choix.
Et je me vois en train de juger et je suis pas OK avec moi. Et je me dis, je vais le faire. Et après, je me dis, Laurie, espèce de baltringue, va. Genre, en fait, en gros, t'as grave peur de le faire parce que t'as grave peur de pas être capable. Tu dis, c'est nul. Ouais, voilà, exactement. Parce qu'en fait, c'est un taf super dur. Bah, c'est difficile, et, ça a l'air. Ah ouais. Ça a l'air. Et en fait, si tu veux, je me disais, si t'avais pas ton ego là depuis longtemps que tu vis dans la Caraïbe, déjà, t'aurais un portefeuille beaucoup plus fourni parce qu'ils se font des couilles en or avec tous les étrangers à servir, des Américains, des Canadiens qui te lâchent des 20% de pourboire dans des institutions ou de renom. Et déjà, tu parlerais déjà anglais. Voilà. Si on doit faire un petit point, un petit bilan agi. Donc, avec ton diplôme dans l'optique, madame est diplômée et fait son CV et travaille dans un endroit que je considère plus noble, j'ai beaucoup plus ralenti que évolué. Ouais. Bref, il est temps de passer à autre chose. Je me dis, va travailler dans la restauration. Donc là, je me confronte à énormément de peur. Je ne me sens pas capable. Pour moi, c'est très difficile de m'exposer dedans. Et comme d'habitude, j'excelle. Tout va bien. Tout va bien. Tout va et très là, bien. encore une croyance que je traverse, encore une preuve que je reçois. Je suis même limite désolée parce que j'arrive en tant que, je crois qu'on appelle ça un commis. Commis de cuisine ? Non, ceux qui... Assistant du chef, tu as le commis de cuisine. Non, en fait, je suis au service. Donc, il y a le chef de rang et le commis, je crois. Je sais même plus. J'arrive comme ça, normal, dans un établissement déjà qui vient d'ouvrir où on sert du Pharrell, du Beyoncé, etc. Fait par la carte est signée par un grand chef. Moi, j'arrive là, je ne sais même pas ouvrir une bouteille, je ne sais même pas rien faire. J'arrive là un peu comme une imposteur. Je fais ce qu'il y a à faire. Je sers directement les parents du chef. Je ne sais même pas faire goûter le vin. Heureusement que je suis déjà une grande cliente. C'est-à-dire que je consomme énormément dans le restaurant. Donc, j'ai l'intelligence de savoir un peu comment ça fonctionne. Okay. Bref, on voit bien que je ne suis pas du métier, mais que je fais ce qu'il faut, on va dire, pour que ça aille. Et en réunion, je dirais que le directeur il me dit « J'adore ce que tu fais, on va te passer chef de rang, ça fait 2 jours que je suis là. Et j'apprends qu'il y a des personnes, ça fait des années, qui sautent d'institution en institution en tant que commis de chef de rang et qui ne passent pas à cette position. Okay. Donc pour moi, c'est très difficile. Très difficile d'être cette personne qui prend cette place-là. Et je suis pas là pour m'installer en plus. Je suis là... Dans ta tête, peut-être pas ça en tout cas. Ah non, pour moi en fait, je reste 1 mois et après je m'arrache à New York. Ok. Donc beaucoup, voilà, je mélange avec plein de choses, mais en tout cas, tout ce que je me prouve à ce moment-là, c'est que je suis capable. Okay. Je suis capable de faire autre chose que ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire l'optique. Et que même dans un bain où je ne sais pas nager, je m'en sors. Ouais. Et pour moi, c'est une expérience qui a été importante. Okay. Mais je prends quand même une décision, c'est que je ne ferai pas de la restauration. Parce qu'en étant parisienne, en aimant flâner à Paris, en aimant vivre, je me rends compte que c'est un métier où je suis dans le restaurant, que je travaille en coupure et que finalement je passe ma vie dans le restaurant. Donc si je vais à New York, ce n'est pas pour être dans un restaurant et ne pas voir New York. Je comprends. Voilà, donc je pars à New York et là je réalise un rêve. Je me demande quand même pourquoi je vais là-bas et je me dis, là-bas, ce qu'on dit c'est sky is the limit. Et j'ai envie d'approcher des personnes qui sont venues, ce qu'on appelle les dreamers, qui sont partis pour réaliser leurs rêves là où ce qui n'est pas possible dans leur vie. C'est-à-dire que c'est vraiment... New York, c'est vraiment connu pour... Je pars de rien, je vais sur la terre promise. Okay. Je vais là où tout est possible, là où rien n'est impossible surtout. Et donc, j'y vais. Donc là, en fait, je pars un peu avec ce mindset-là. Et je me dis, on va voir. Je vais me laisser porter par la vie et voir ce qui en ressort. Et en fait, on pourrait en parler des heures. Je pourrais raconter tout ce qui s'est passé de dingue. Ce qui m'a confortée aussi dans ma spiritualité, aussi dans mes possibilités, aussi dans l'illimité qui existe et que ça ne dépend que de moi. Et de fil en aiguille, de doute en confirmation, je m'aperçois que j'ai beaucoup de pouvoir et je m'aperçois que j'ai un pouvoir créateur énorme, un pouvoir de manifestation énorme, que quand je suis précise et quand je veux réaliser quelque chose, je le fais. Et que la vie m'amène et me facilite dans la réalisation de ce que je veux. Et les surprises m'attendent, les opportunités m'attendent. Et surtout, voilà, il faut se connecter à qu'est-ce qu'on veut dans la vie et laisser la vie faire.
Okay. C'est-à-dire presque le comment la vie s'en charge. Et là, je sais que je vais peut-être un peu être trigger avec toi sur ça, parce que pour toi, je pense que il faut un plan d'action, il faut des étapes. Ah, ça va être un débat intéressant, tu vois, il faut quelque chose de précis pour aller là où on veut aller, c'est-à-dire réaliser nos objectifs. Je te le confirme. Voilà. Moi, on va dire c'est ma position de ouf. Exactement. Et moi, là-bas, j'ai découvert que le comment, il viendra, quoi qu'il arrive. Le comment, il viendra. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va se concentrer sur la vision, on va se concentrer sur ce que l'on veut, et on va se détacher du comment. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui est pas... Enfin, oui, c'est... Je trouve que c'est aussi une vérité. Hein. Voilà, pour se permettre finalement d'être surpris, d'être émerveillé, d'être dans une position qui sort du faire pour avoir, mais plus de l'être pour avoir. Et moi, je suis aussi d'accord avec toi. Ouais. Et je pense que l'équilibre de ce que je dis et de ce que tu dis, c'est là où c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne qui me dit « Laurie, on a envie d'être coaché par les personnes qui ont déjà obtenu ce qu'on veut. » Voilà, juste à ton visage, on dit bah, « la base. Ok. Et moi, je vais te dire « Regarde. » Moi, je dis « Ok. » Bah ouais. Pas pris de position, je dis « Ok, elle valide, c'est neutre. » Ouais, c'est genre « Ouais. » Enfin, tu vois. Okay. Et de là, je me dis « Ouais, mais si tu me regardes moi, on va dire que je suis une fabrique à millionnaires. » Okay. C'est-à-dire que les personnes qui se révèlent et qui sont dans leur juste et qui se permettent et s'autorisent, bah finalement, s'autorisent aussi dans la matière, c'est-à-dire dans le fait de recevoir de l'argent. Okay. Et personnellement, je ne suis pas millionnaire. Et pourtant, des personnes qui passent par le fait que je les accompagne deviennent aussi millionnaires, se permettent. Donc oui, il y a ce facteur d'être accompagné par des business coachs qui vont te donner le comment, la stratégie, ce qu'il faut adopter, mais il y a aussi tout cet aspect quantique, émotionnel, énergétique qui va interférer dans qui tu vas être, qui t'es appelé à être pour pouvoir prétendre à ce résultat, c'est-à-dire à ce million. Je vois ce que tu modules. Pour revenir sur ce que tu disais juste avant sur le fait d'avoir un plan, moi je suis pas un mec des business plans. Okay. Je trouve que c'est du bullshit, tu vois. Ah ok. J'appelle ça les business Excel. Les gens qui viennent me voir et qui disent ouais, non mais attends là, tac, on vend ce produit, il est à 10 000, si j'en vends 2, ça fait 20, mais imagine j'en vends 10. Du coup, ça fait 100 000, mais si je fais 2 fois, ça fait 200 000. Enfin, business Excel, ça veut rien dire. Moi, je pars du fait qu'il n'y a pas de plan. Je suis absolument OK avec cette vision qu'il faut laisser faire les choses, entre guillemets, mais je trouve qu'il faut quand même suivre des méthodes. Et dans le cadre de ces méthodes, il peut se passer des choses. Je ne te dis pas que pour aller au point B, il faut que tu passes absolument par la rue 1, la rue 2, la rue 3, la rue 4. Mais je te dis qu'il faut placer ton regard loin sur le B, ça c'est OK. Ce qui se passe au milieu, ça se passe. Mais il faut quand même que tu respectes le code de la route sur le chemin. Tu vois ? Et souvent, ça, c'est mis de côté. C'est que les gens ne sont pas au courant, mais il y a des frameworks, il y a le code du business, tu vois. Il y a quand même une réalité, c'est que un mec qui arrive, qui n'est pas aligné ou pas X chose, et qui n'a pas compris comment on faisait du business, tu peux le moduler autant que tu veux, il va nulle part. Il ne fera jamais 1 million d'euros. Ça n'a rien à voir, à mon sens. Pour avoir un business qui fonctionne, ça pour le coup, en tout cas, moi c'est ma réalité, ce que je peux observer, il est plus facile d'avoir un business de tueur si tu apportes une solution à une problématique. Pour moi, ça, c'est inévitable. Si tu ne résous rien, si tu n'apportes aucune valeur, ça va être très compliqué. Que tu sois aligné énergétiquement ou pas, tu peux même aller jusqu'à t'envoler dans le ciel. Si tu résous aucune problématique, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business, tu vois. Donc moi, ce que j'ai développé avec le temps, c'est pas la méthode ultime pour gagner de l'argent, mais c'est un ensemble de guides qu'il faut suivre avec certaines règles. Mais ce qui se passe entre les deux, tu peux pas anticiper les rencontres, tu vois. Il faut pas tout baser dessus, parce que si tu fais du business qu'avec des rencontres, c'est pas vraiment un business. Pour moi, il faut avoir un système d'acquisition, ce qui reste quand même très concret. Néanmoins, je suis OK avec la vision, le fait de placer le regard loin. J'imagine que c'est à peu près là où tu voulais en venir. Oui, okay. C'est bien ça. Mais le framework entre les deux, tu es quand même sur Terre, quoi. Si tu n'apportes pas de solution, tu peux être autant aligné que tu veux, ça ne mène pas à grand-chose. Ce que je reproche à la spiritualité, et pas à toi, moi je parle des gens qui vont trop loin dans la spiritualité, c'est les gens qui vont essayer de te dire, si
tu es aligné spirituellement, si tu comprends tous les rouages de la spiritualité, automatiquement, il y a business. Je trouve que c'est absolument faux. C'est honteusement faux. Qu'est-ce que tu penses de cette position-là ? Ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce débat dans le sens où effectivement il y a de la dérive partout. Bah oui, c'est pas parce que tu te sens bien que tu sais comment faire un business. Hein. Ouais, et c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que je disais précédemment que pour moi, rien n'est à rejeter. Ok. Tu vois ? Donc, dans le sens où les personnes qui rejettent totalement la spiritualité se privent de quelque chose. Grave. Et les personnes qui se privent de la structure se privent de quelque chose également. Et je pense que tout se passe dans la flexibilité et non la rigidité. Donc, on va s'apporter. Donc, on va apporter aussi avec notre système, quelque part. Et donc c'est vrai que je pense que, pour moi, l'équilibre, c'est entre ces deux choses-là. Et là sort des merveilles qui respectent beaucoup de choses. À savoir nous-mêmes, l'humanité, les systèmes mis en place. En fait, quand on apporte quelque chose avec intention, je pense que ça crée de choses très puissantes. Ça crée des choses très puissantes. Ouais, ça peut. Mais même si on apporte avec intention, parce que parlons un peu de marché, tu apportes quelque chose avec toute l'intention que tu veux, mais ça résout rien et techniquement ça sert pas à grand-chose, ça va être compliqué d'en faire un vrai business. Tu vois l'idée ? En fait, oui, mais quand tu me dis... Moi, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu me dis... ça résout rien. Ouais. Je ne vois pas comment on peut avoir une idée qui résout rien. Moi, j'ai même un cas de figure, si tu veux. Ouais, dans le sens Prenons où un mec. Quand tu as une mission, quand tu as une histoire, quand tu as un storytelling, quand tu provoques une émotion, quelque part, ça résout quelque chose. Okay. Moi, ma vision, c'est qu'un business, pour qu'il soit complet, il doit avoir un système. Tu vois Déjà, au moins un système d'acquisition pour trouver des clients automatiquement et que tu ne comptes pas que sur ton bouche à oreille. Tu vois Parce qu'il n'y a pas de prédictibilité dans le bouche à oreille. Peut-être tu rencontres un mec, peut-être pas. Peut-être il te recommande, peut-être pas. C'est pas Donc, pour moi, il n'y a pas business quand il n'y a pas d'acquisition. Prenons un gars, son taf, c'est de rembourrer des chaises. C'est son kiff. Il aime bien, il fait ça super bien. C'est le meilleur rembourreur de chaises du comté, si tu veux. Il rembourse, ça se passe bien. Il fait ça depuis 10 ans. On est en 2000X, peu importe. Il apporte pas grande solution à grand monde. Les chaises qu'il rembourse, c'est plus trop l'intérieur des gens. En termes de consommation, les gens, ils n'ont pas ce réflexe de dire « Tiens, ça manque un petit peu de bourrage. J'irais bien faire rembourrer la chaise. » Tu vois, tu n'as aucun numéro de mec qui fait ça, tu sais pas. Lui, sa vision, quand il regarde sur Google, il dit « Tiens, il n'y a personne qui fait ça dans ma ville. » Et lui, sa vision, c'est « S'il n'y a personne, il y a business. » Tu vois, donc là, il est carrément à côté d'une grande règle de business qui dit bien souvent quand il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas de marché en fait. Tu es rarement le premier à avoir l'idée, tu vois. Okay, donc il essaye autant que faire se peut, donc il vend ça dans son entourage. Tu as un peu de love money, comme d'habitude, que tu lances la dernière marque de tasse ou que tu rembourses des chaises. Tu as toujours quelqu'un de ta famille qui va te payer un petit peu pour t'encourager. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Bon, peu importe. Ce gars-là, il peut être autant aligné qu'il veut avec le monde de la chaise. Il est mort. Pour moi, il est mort. Tu vois, s'il vient me voir, je dis, gars, il faut que tu trouves quelque chose qui apporte une vraie solution, sinon tu vas galérer. Je ne dis pas que c'est impossible de faire de la trésor avec, tu vois. Pour moi, il y a un écart entre faire de l'argent, être un artisan, et avoir un business. C'est pas pareil. Business, c'est une structure complète. Là où tu m'emmènes, tu me fais voyager, tu sais, quand tu en parles de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, ça y est, je suis partie dans l'histoire de ce mec-là qui aime rembourrer des chaises, tu vois. Je me dis que pour être ce mec-là qui aime rembourrer des chaises, il doit y avoir une histoire de malade autour du fait de rembourrer la chaise. Peut-être. Et que, évidemment, que le mec n'est pas le seul et qu'il peut en faire un art qui est tellement pointu dans le fait de rembourrer les chaises, qui va travailler avec les meilleurs de ce monde et il va vendre des chaises rembourrées à Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour avoir envie de rembourrer une chaise, c'est que ça doit venir de quelque part et ce quelque part, il doit être très, très, très profond et puissant et c'est limite du spectre de l'autisme, tu vois. Et donc, c'est là où tu peux révéler... Moi, je travaille beaucoup avec les HPE, donc les hauts potentiels émotionnels. Ah non, eux, je ne connaissais pas eux. Le I, c'est intellectuel. Et en fait, c'est tellement barré, quelque part, le monde des émotions et des ressentis, et de la subtilité, de ce que tu reçois, ce que tu vis par rapport à ce que les autres vivent. En fait, tout ça, ça a une valeur tellement inestimable que les gens qui aiment le rare, le fou, la touche, le vivant, le voit. C'est comme si tu me disais, tu peux pas faire de millions avec un art là où il y a une croix. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça se vend. Ouais.
Mais il faut avoir une sensibilité, il faut raconter cette sensibilité, il faut avoir les gens qui captent c'est quoi cette sensibilité. C'est là que moi je suis plutôt, plutôt cartésien, et je sais qu'en creusant, il y aura l'explication. Il y a un volet qui peut être totalement artistique, un petit peu spirituel, de oui, je pense que c'est parce que le gars est motivé, il y a un beau storytelling. Et à mon avis, il y a une réalité bien violente qui dit ouais, mais non, il connaît un mec, il connaît un mec, il connaît un mec, il y a eu opportunité, il est là pour ça. Pour moi, tout a une explication. Et à chaque fois qu'on m'a montré des business un peu foufou, parce que d'ailleurs, je trouve, pour moi, c'est pas un business d'être artiste, c'est pour ça que ça s'appelle artiste d'ailleurs, tu vois. C'est particulier. Et tu n'as aucun calcul en étant artiste. Tu ne sais pas si tu vends pas. Ta clientèle est vachement difficile à identifier. C'est le tout venant, donc ces personnes. Ah, ok. C'est compliqué, tu vois. Ah, replaçons les bases alors. Tu vois l'idée ? Effectivement, si tu dis que l'artistique, c'est pas un business. Ouais, pour moi, non. Mais il n'y a pas de prédictibilité. Pour moi, les business, tu peux y avoir du chiffre. Pour toi, le business, c'est prédictible. Ouais. Pour moi, le business, c'est prédictible. C'est une machine. Ok. C'est une machine. Déjà, juste avec cette base-là, c'est un système. On parle même pas de la même chose. Voilà, on parle pas de la même chose. Et le problème, c'est que bien souvent, les gens ils confondent les deux et n'arrivent pas à voir que. Moi, à partir du moment où tu fais de l'argent, c'est un business. Ah non, pas moi. Ok. À partir du moment où tu peux pas répéter, tu peux pas me dire avec qui tu bosses, tu peux pas identifier, pas faire de pub, c'est chaud. Parce que tu peux pas vraiment voir sur le long terme, t'as pas de chiffres. Tu vois, admettons que tu fasses un biz où tu vends X prestations, peu importe, mais tu peux pas me dire avec qui tu bosses. Un coup, tu signes Jean-Jean, il a 42 ans. Un coup, tu signes Sandrine, elle a 28 ans. Un coup, tu signes Laurent, il a 15 ans. Bizarre de s'appeler Laurent alors qu'il a 15 ans. Mais c'est quand même le cas. Il manque une analyse profonde de ton business qui va te permettre d'identifier quelle est la typologie de personne avec laquelle tu veux bosser. Donc, par définition, il est plus puissant d'avoir une mission qui te permet d'analyser ta typologie. Moi, j'abandonne tous les trucs qui demandent oui, lui, parce qu'il m'a rencontré, il m'a machin. Trop complexe. Trouve une mission, apporte une solution et identifie les personnes qui sont intéressées par cette solution. Tu vois. Typiquement, je fais l'exemple avec ma boîte de conseil. Nous, chez Scalable, on ne bosse qu'avec des dirigeants. Donc, on sait à peu près quel âge ils ont, peut-être 30, 35, 40, 45 grand max. Et leur problématique, c'est qu'ils savent qu'on peut trouver des clients automatiquement sur Internet, mais ils ne savent pas le faire. Point barre. Donc, la communication, c'est toujours la même. La manière de faire, la direction qu'on prend dans nos coms, c'est pareil, c'est les mêmes, toujours les mêmes méthodes. On sait avec qui on bosse, on sait comment ils pensent, comment ils réfléchissent, etc. On n'est pas là en train de dire on a vendu un jour une presta. En fait, si tu veux, j'ai vendu tel un artisan pendant pas mal d'années, mais je vois la différence qu'il y a entre l'artisanat et le système. Tu vois, l'artisan, et tu penses que tu peux pas rejoindre l'artistique et le système ? Non, je pense pas. Parce que tu vois, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, ça va agir sur différents plans, mais il va y avoir une racine. Ouais. Une racine qui relie la personne qui va acheter une œuvre où il y a une croix dessus. Okay. Et quelqu'un qui veut scaler son business. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que tu peux même businessifier l'artiste. Tu vois ? Parce que finalement, ça va peut-être pas répondre à une catégorie socio-culturelle ou quoi, mais en fait, ça va peut-être faire réagir au même endroit. Ouais. Tu vois ? Et depuis cet endroit-là, tu vas pouvoir capter. Tu sais, c'est comme si tu me dis, les gens qui écoutent du rap, on peut pas les mettre dans quelque chose. Et au final, si, ça va te rappeler une espèce d'époque, une espèce de culture. Moi, je pense que tu peux les identifier. Ouais. Mais le gars, typiquement, parce que les gens font toujours ce lien avec l'argent, et comme tu l'as dit, part du fait que s'il y a de l'argent, il y a business. Mais vraiment, pour moi, ça n'a rien à voir. Admettons que tu fasses ton œuvre d'art avec la croix, là, tu la vends une fois 1 million d'euros. C'est un business, ça ? Moi, je trouve pas. C'est juste une fois que tu as vendu un truc 1 million d'euros. Ça suffit pas pour vivre. Et selon toi, il n'y a pas de méthode pour arriver à le vendre 1 million ? Il n'y a pas de méthode. Si tu es un artiste, bien souvent, tu es concentré sur l'artistique. Parce que l'artiste, il a un agent. Ouais, mais bien souvent, il n'en a pas. Souvent, il est artiste. Lui, il est juste dans le... Oui, mais justement, en fait, l'artiste est produit. Parce qu'il y a le business de l'artiste qui est important. C'est-à-dire que quand tu laisses l'artiste vivre, toi, tu es là pour modéliser l'artiste. Et tu es là pour voir, en fait, qu'est-ce qui ressort comme système, comment on peut le rendre système. Ouais. Mais en fait, au lieu que ce soit un business d'un type, c'est un business d'un autre type qui est finalement lié à modéliser un artiste et à le vendre. Ouais. Moi, je vois pas beaucoup de mecs qui font des vidéos en disant « Salut, je suis artiste et je vis de ce que je fais. » tu vois. Il y en a bien sûr, mais ça reste quand même un truc vachement élitiste où les mecs ils vont exposer dans des galeries, il va y avoir des achats, on sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, il y a, tu sais, l'artiste
qui qui accroche une banane. Ah oui, oui. Ouais, il y a un gars qui l'a acheté sa banane. Ouais. Tu l'as vu passer? En tout cas, pour moi, si on parle de la même chose, Ouais, ça c'est une date banane quand même scotchée. Oui, voilà, c'est ça. C'est une Ça banane date, scotchée, ça oui. date d'il y a quelques années. Tu connais ce gars-là? Ouais, ça s'est vendu, il me semble, Ouais. à Winwood. Là, ça s'est vendu là, hein? C'était au Art Basel, mais c'était il y a des années. Ah non, pardon. Il y a un mec qui a racheté cette œuvre-là 6 millions d'euros là, il y a une Donc semaine. elle avait déjà été achetée, Ouais. déjà À un prix de fou. un délire. Et il l'a mangé pour remettre un fuck à l'artiste. Voilà. Pour dire, les gars, est-ce qu'on peut arrêter ce game-là? Et si je devais déconstruire le artist game, si on part dans l'artiste en mode je crée des tableaux, etc., pour moi, ça aussi, ça reste un écosystème très spécifique, tu vois, qui a été créé de toutes pièces. Mais en soi, encore une fois, c'est pas un business. C'est comme... On peut rebondir un peu sur la spiritualité. Mhm. Tiens donc, Allez. aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur le secteur de la spiritualité et qui vont créer un écosystème, ok, dans lequel ils mettent des gens qui sont un peu des âmes en peine, il faut le dire parce qu'il y en a beaucoup. Donc ils mettent des âmes en peine là-dedans. Et dans le cadre de ce système-là, ils vont redéfinir les prix. Ce que tu peux faire quand tu as quelqu'un dans ton village. Tu vois, moi je les appelle les Amish parce qu'ils sont entre eux et ils décident dans la boulangerie des Amish qu'une baguette de pain, vu qu'on a remis les standards à zéro, dans cette nouvelle vie, ça coûte 9,90 €. Donc, il y a un vrai game de la spiritualité où les prix sont redéfinis, tout le monde se vend des trucs, les mecs se vendent des trucs entre eux, et en fait, ils sont dans leur petit village. Vu de l'intérieur, il y a des gens souvent qui m'ont posé des questions en disant « Attends, mais regarde ce gars-là, ils vont un accompagnement à 200 000 € l'année. » Je lui dis « Mais gars, sur Terre, dans la vie normale, ça n'existe pas ce que tu dis. C'est compliqué, c'est particulier, surtout qu'il n'y a pas de vraie valeur ajoutée. Tu n'es pas en train de me dire, je te vends un accompagnement à 100K pour faire passer ta boîte de 2 millions à 3 ou à 5 à 10. Tu es en train de me dire, je te vends un accompagnement à 100K pour te réaligner, ça reste quand même très peu concret. Dans la vraie vie, si tu n'apportes pas de concret brutal, c'est très compliqué de vendre très cher. Et ce que je lui ai expliqué, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, dans le Amish Game, certaines personnes avaient décidé que cet accompagnement il coûtait 100K. C'est tout. Donc pour moi, ça s'explique. Lui, sa vision de l'époque, c'était ça s'explique pas, c'est fou. Et moi, ma vision, c'était, mais gars, moi je suis à l'extérieur et je vois très bien comment ça se passe. C'est juste que vous êtes entre vous. Et c'est ça que j'appelle dérive, pour le coup. Je sais pas si tu as déjà observé ce genre de choses. Clairement, parce que comme c'est quelque chose justement qui n'a pas de cadre, ou qu'il a fallu en créer un quelque part, et que tout le monde joue à ses propres règles, c'est vrai qu'on ne peut pas définir le prix d'un accompagnement. On ne peut pas définir le prix d'un coaching, parce que finalement, il y a beaucoup d'énergie dedans. Ouais. C'est-à-dire, en fait, justement, quel besoin tu viens résoudre? Quelle solution tu viens apporter? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle douleur tu viens changer? En fait, c'est la personne, comment elle considère que c'est important de venir traiter cette zone-là de chez elle. Le prix est défini parce que la personne est OK de poser sur la table. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, combien ça coûte pour toi de sortir de cette douleur? C'est ça le chemin. Totalement parce que une fois que tu es sorti de cette douleur, qu'est-ce que ça te permet de vivre? Et finalement, c'est presque inestimable. C'est inestimable. Tu vois? Et en fait, quand tu as la conscience de te dire que je vais investir sur moi à cette somme-là, et comme je suis la personne la plus importante de ma vie, et que tout part de moi, parce que je suis la source de ce que je vais proposer à ma vie et à mes relations, à ce moment-là, je vais me dire, OK, ça les vaut. Mais évidemment que c'est pas de la magie. Non, c'est pas évidemment qu'il y a une forme de travail à fournir de soi. Il va falloir aller à certains endroits et il faut qu'en face, il y ait des belles intentions. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup d'abus de confiance. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est vilain. Mais en vrai, le prix des choses, on ne peut pas le signifier de nous-mêmes. Pour certaines personnes, ça coûte 100 €, quand pour d'autres personnes, c'est 100 000. Ça dépend de ton niveau de douleur. C'est toujours pareil. Je le définis souvent dans le podcast. J'explique bien que le prix, il est vraiment relatif. Là où moi, j'ai un problème avec ça, et de toute façon, c'est inévitable, c'est que ça vient biaiser un éventuel analyste en herbe, tu vois. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de comprendre le prix, alors que ce prix est déjà basé sur la douleur. Donc ça, c'est OK, il peut ne pas avoir cette info-là. Mais en plus, ce prix est basé sur la douleur, qui elle-même est basée chez les Amish. Donc ça devient encore plus fou.
Parce que c'est la fête du tarif. J'ai vu passer des trucs. Ouais, vraiment, il y a des dingueries. Il y a vraiment des dingueries. Et j'ai même participé un jour à un événement. Je ne vais pas donner le lieu exprès, mais c'est marrant quand même. Franchement, c'était la cour des miracles. Je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et il y a une personne qui était très convaincue qui m'a dit, voilà, tu es venu à l'événement, tu as vu, c'est des personnes qui ont payé X milliers d'euros pour être là. Et c'est l'âme qui les a amenés là. Je dis, non, c'est pas l'âme en fait. C'est que la personne qui était sur scène, elle correspond à une certaine typologie d'humain. Tu vois, disons un homme, je dis c'est pas vrai, mais disons un homme de 40 ans caucasien. Et étonnamment, dans le public, il n'y a que des hommes de 40 ans caucasiens. Oh, mais c'est fou. Est-ce que c'est l'âme qui les rassemble ou est-ce que c'est parce que tu te rapproches des personnes à qui tu ressembles? Ce qui est un petit peu plus proche du marketing concret, tu vois. Et il y a vraiment des dérives comme ça que j'ai pu observer. Et moi, c'est pour ça que je suis un peu, pas mitigé, mais mesuré. Je trouve que la spiritualité est très, très, très importante dans le business. Je pense que tu l'as bien compris. Je ne suis pas fermé au sujet et ça aide beaucoup dans plein de configs. Mais le business en lui-même de la spiritualité ne permet pas d'apprendre à faire du business correctement parce que lui-même ne se base pas sur quelque chose qui apporte dans tous les cas de figure une solution. Ça reste quand même un peu particulier. Donc si tu veux faire des analyses de business, cher auditeur, ne te base pas sur ça parce que tu vas avoir du mal à comprendre comment on en arrive là parce que c'est vraiment il y a un délire de poupée russe assez incroyable. Pour revenir sur ce... je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que je switch. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, un entrepreneur, je l'ai déjà dit en fait, c'est-à-dire qu'un entrepreneur ou businessman qui se prive de la spiritualité se prive d'une dimension importante, je pense, dans le monde entrepreneurial. Je trouve qu'il gâche. Voilà. Il ne faut pas non plus tout repousser. Il y a toujours des trucs malheureusement, il y a de l'abus de confiance, il y a de l'abus partout et il y a des vraies dérives où, de toute façon, moi, j'ai envie de vous mettre en garde. C'est à partir du moment où tu perds ton discernement et que tu adoptes le système de croyance des autres et pas le tien, sans quelque part éprouver une forme de culpabilité, c'est-à-dire en fait de se dire non, comme je suis les mots d'une personne parce qu'elle a forcément raison, pose-toi les bonnes questions. Ouais, grave. Là, il y a de la dérive. Voilà. J'en ai vu de la dérive, et de la dérive qui a coûté cher. T'imagines pas, laisse tomber, c'était incroyable. Cette journée, après moi je suis un mec taquin, tu vois, je suis allé pour l'expérience, j'ai été invité, qu'est-ce que j'ai rigolé sur là, qu'est-ce que c'était fou, parce que je pensais à la fois à ce que la personne me disait sur ça, comme quoi c'était un peu mystique, alors que moi je trouvais ça tellement concret, mais bon bref, et à la fois j'étais observateur de ces manifestations, là je regardais ce qu'ils faisaient, je me disais mais c'est une blague ou quoi là, je suis où quoi? J'ai fait tellement de vannes sur ça. Je crois même que j'en ai fait un podcast entier. Je me rappelle plus trop, mais c'était improbable. Ok. Toi, sur ton activité, tu fais ça depuis combien de temps maintenant? Maintenant, c'est-à-dire facturer, où je gagne ma vie, parce que finalement, le côté thérapeutique ou la posture que j'ai, je l'ai quand même depuis très longtemps dans mon système familial. Quand est-ce que je me suis autorisée finalement à gagner ma vie avec le coaching et l'accompagnement? Ça a été en 2020. En 2020, ok. C'est-à-dire lors du confinement. Ok. Voilà, vraiment, ça a été pour moi l'autorisation d'accepter une mission. C'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, ça a été évidemment une évidence. Il y a eu évidemment énormément de résultats. Et je me suis sentie évidemment à ma place en accompagnant les personnes à vivre mieux. Ok. Par rapport à ta deuxième section de 3 mois aux États-Unis, donc ça a intervenu un petit peu après, mais il y a quand même un écart entre ce moment-là de ta vie et le confinement. Qu'est-ce qui se passe au milieu du coup? Effectivement, il y a 2 ans, il y a à peu près 2 ans. Et donc là, je rentre en France. Je suis un peu dans l'événementiel par rapport à mes rencontres aux États-Unis. Je travaille pour une milliardaire on se rencontre là-bas. Et finalement, je voyage avec elle et je organise des événements pour elle. Et ça me plaît parce que je suis connectée au fait de bouger, au fait d'animer, au fait de révéler, au fait de célébrer. Ça remplit pas mal de mes valeurs et finalement, mais je sens en fait que c'est pas non plus moi. Et un jour, je vais dans un séminaire. C'est la première fois que j'investis sur moi.
je vais dans un séminaire pour se connecter à sa mission de vie. Ok. Parce que je sens que c'est quand même une obsession, mon pourquoi sur Terre, depuis New York. Et que je me dis, mais j'aimerais beaucoup finalement connecter à ça. Et là, c'est la première fois que je mets, je crois à l'époque, c'était 1 700 € pour 4 jours. Et c'était énorme pour moi. Pas si cher, hein, en plus. Hein. Non, c'est pas si cher. Par rapport à ce qui se fait, pas si cher. Hein. Voilà. 4 jours. Mais c'était énorme pour moi. Hôtel et tout ? Hôtel et tout. Ah oui, pas si cher du tout. Hein. Ouais, c'était énorme pour moi. Et là, je vis... c'était 3 jours de formation. Et là, je me rends compte que ces 3 jours de formation résument mes 6 mois de... j'exagère un petit peu. Mais en gros, tous les piliers ou tout ce qui a pu être partagé dans la structure dont ça l'était et ce que ça a permis comme déclic, etc. Ouais. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc moi, en fait, je viens de passer 6 mois à mettre ma vie entre parenthèses, à poser mon courage, à arrêter le train en marche, pour aller connecter dans la vie. Ouais, à déconstruire, pour aller me connecter à des croyances, à des choses qu'on vient me servir en 3 jours. Et là, j'ai un déclic. Là, je me dis, mais en fait, c'est là. C'est le concept de la formation. Parce qu'en fait, c'est le concept de la formation. Et je me dis juste qu'il faut apporter et simplifier l'accès à ce chemin initiatique. Ouais. Et là, je vois que ça fonctionne. Et là, je me dis, là, c'est de mon 2019. Et après, je rentre en formation, en fait. C'était chez qui, ça ? Maxime Offrand. Je connais pas. Je connais pas. Ouais, il est super intéressant. Donc, super bon moment, super bon révélation. Moment, révélation. Je le trouve excellent. C'est, à l'époque, il a fait une formation spéciale sur le lien de l'ajustement avec le corps par quelqu'un qui a ramené on va dire l'enseignement de John DiMartini en France, qui s'appelle Nicolas Poupin, qui est chiropracteur et qui associe l'ajustement du corps à l'ajustement des mots et au réalignement. Ensuite, il y a tout l'effet de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Donc, il est maître PNL, il maîtrise l'art de la méditation, de la visualisation créatrice, de la connexion à soi. Et donc, ça en fait un enseignant vraiment cool et pas du tout connu. Hein. Okay. Genre, il avait 900 followers. Voilà, il commençait, quoi. Et moi, je le voyais déjà hyper grand. Okay. Vraiment. Après avoir reçu ces enseignements. Et là, j'ai envie de me former et je rentre dans des séminaires, dans des formations. Là, t'enchaînes du coup. Là, j'enchaîne. Donc en fait, ça a été le premier pas d'investissement sur moi et là, j'enchaîne. Donc, je fais aussi de la PNL. Je fais aussi beaucoup de courants, de formations d'enfants intérieurs, de catharsis émotionnelle. En fait, je vais un petit peu dans tous les courants. Je rencontre l'ayahuasca aussi, ce qui a été un événement game changer. Sacré projet, ça. Hein. Ah ouais. Sacré projet, ça fait peur. Hein. Ça fait super peur. J'y suis allée avec une peur énorme. En France, t'as fait ? J'ai fait en Espagne et j'ai fait ensuite en Amazonie directement. Oh là, ouais, t'es réel, toi. Hein. Ah non, je suis réel. Quand tu vas, toi. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'ayahuasca ? L'ayahuasca, en fait, c'est une concoction de plantes qui te permet de rentrer profondément en toi. Et oui, c'est pas un pays. Voilà. On a l'impression. J'étais en ayahuasca cet été, putain, waouh. Soleil. Voilà. Donc en fait, c'est très sacralisé. Les cérémonies sont guidées par un chaman, donc un curandero, un guérisseur, qui te permet en fait de t'aider à cheminer à travers ces mariations, c'est-à-dire ton changement d'état de conscience. Et qui va te permettre de te mettre en hyper-conscience, donc connecter avec ton soi supérieur. Qu'est-ce que c'est le soi supérieur ? C'est en fait le soi qui est dénué de ton mental, de ton ego. Et lui, il a la vérité quelque part. Et quand tu connectes à lui, tu prends de la hauteur sur tes schémas, sur tes programmations. Sur la vie, sur ta vision surtout. Sur ta connexion aux autres, sur tes relations. C'est un délire. Donc ce soir-là, je vis 10 ans de thérapie en 4 heures. Ouais, ça t'a pas rendu ouf parce que ça peut avoir un impact dans certains cas de figure. Il y a des gens qui... Bien sûr, comme disclaimer. C'est pas pour jouer. Hein. C'est pas pour jouer, c'est très sérieux. Faut pas le prendre avec n'importe qui. Il y a des dérives. Il y a des personnes pour qui c'est pas fait. Si tu as des troubles psychologiques, si tu as de la schizophrénie, si tu as de la bipolarité, j'ai entendu pour la schizo, c'est très mauvais. Ouais. Voilà, exactement, parce que ça vient décompenser. Il y a aussi il faut quand même avoir un système nerveux quand même assez régulé.
même si on a l'habitude d'être dérégulé, il faut quand même être ancré. Il faut avoir de l'ancrage. Voilà, Il faut être sur ses appuis, quoi. Parce que ça tape. Voilà, exactement. Donc ça arrive dans un petit verre. D'après ce que j'ai pu voir dans les divers reportages que j'ai traversés, ça arrive dans un petit verre, pièce noire. Alors, en Amazonie, on va dire, on va... Oh, toi, t'es trop déter. En Amazonie, elle est allée vraiment dans le cœur du truc. Voilà, moi, je suis allée à la source. C'est-à-dire, la plante pousse là-bas. Et du coup, c'est pris de génération en génération. Ça garde la sérénité dans les tribus. Et donc, c'est vraiment leur médecine. C'est vraiment une plante médicinale. Et c'est donné de façon très sacrée. Il y a énormément de respect. Ouais. C'est vraiment pas de la drogue. C'est pas t'arrives, tu bois, on se drogue vite fait, mais pas on du envoie. C'est pas récréatif au possible. Pas du tout, ouais. Et c'est long vraiment, en plus, apparemment. Tu veux dire la durée du... l'ensemble. C'est 4-5 heures. Hein. C'est balèze, hein. C'est 4-5 heures et quand t'es dedans, t'es dedans. Ouais. Faut pas essayer d'en sortir. Ouais. Parce que ça s'appelle contrôler et l'idée, c'est de lâcher prise. Ouais. Et quand tu lâches prise, c'est là où t'as les informations, t'as tout, t'as la magie, t'as absolument ce que... En fait, c'est une métaphore sur la vie, les cérémonies ayahuasca. C'est-à-dire, en fait, tu te vois vraiment dans ton comportement, dans ta vérité. En fait, tu te vois dans le jeu que tu joues. Ouais, je vois. Tu vois. Et quand tu arrives à vraiment traduire ce qui se passe dans les cérémonies, dans ta propre vie, et après vraiment intégrer, et quand tu te mets à appliquer, ça donne la direction. Ouais. Donc, je crois, comme tu peux le constater, beaucoup à cette guérison, à cette médecine-là. Ça t'a apaisé, ça t'a fait du bien, toi ? Moi, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire d'où je viens et ce que ça m'a permis, c'est du noir au blanc presque. À ce point ? Ouais. Ah ouais, révélation, deuxième révélation. Ouais, deuxième révélation plus. Ouais, on va dire dans ma vie, il y a eu vraiment ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne le sais pas, Julien, mais j'organise des retraites à ayahuasca en Amazonie. Allez. Donc voilà, je crée ces espaces que j'aurais aimé recevoir, c'est-à-dire ces espaces facilitants, de confiance, où il y a vraiment toutes mes intentions de confiance et de bienveillance qui sont dans ce cadre, on va dire, très... je sais pas comment dire, où tu viens être tout sauf en confort, à tout niveau. Donc ça, et puis ça garantit aussi d'avoir affaire aux bonnes personnes, d'être dans un cadre francophone et avec, on va dire, les expériences autour des cérémonies qui nous permettent de plus en plus profiter des cérémonies avec des cérémonies qui se veulent très, très intentionnelles pour récupérer un maximum. Ok. Donc voilà, donc maintenant, aujourd'hui, j'ai ouvert ces espaces-là. Tous les ans, tu fais ça ? Et je fais ça tous les ans. Plusieurs fois ? Une fois. Déjà pas mal. Ouais, 12 jours quand même. Oh, ouais, c'est réel, hein. Ouais, les entrepreneurs qui viennent se prennent 12 jours. Donc, c'est aussi assez dingue. C'est pas un jeu. Hein. Exactement. Vraiment, c'est pas un jeu. C'est pas on va prendre un petit champi pour voir. C'est vraiment une cérémonie, c'est un moment, c'est une introspection plus, quoi. C'est ça. Tu peux être différent jour 1, jour 13. Ah, mais c'est le but. Ok. En fait, le but, c'est de créer un espace transformationnel. Ah ouais. Voilà, arriver avec quelque chose, le déposer, avoir un switch, un changement de discours interne pour pouvoir se proposer autre chose. C'est ça l'intention. Et chacun a son intention différente. Et on va créer cet espace ample, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être ample, on n'a pas l'habitude de régresser dans la vie. Là, on va être dans un espace de régression. On va être aussi dans un espace où on a peu de commodité, peu de confort. On va enlever ces tampons émotionnels, ce à quoi on s'accroche d'habitude, peut-être la sexualité, peut-être les relations, peut-être les bonnes bouffes, peut-être s'anesthésier avec l'alcool, les drogues, j'en sais rien. Peu importe, on est là pour se rassembler pendant 12 jours, se donner ce temps-là. Là, on ne se donne pas parce qu'on peut être aussi workaholique. Donc, en fait, il y a tellement de choses... Workaholique ? Ouais, c'est des personnes qui sont accros au Ah, travail. pardon, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle me raconte avec son workaholique ? C'est quoi son alcool ? Ok, c'est accro au taf. Ouais. C'est bon, waouh, workaholique. J'avais jamais entendu le terme. Voilà. C'est vraiment, je suis bourré, j'ai trop taffé et tout. Ah, je voyais bien. C'est ça, addict. En fait, peu importe. J'ai tellement d'idées de vannes qui me viennent, mais comme t'es dans un truc un peu sérieux, je vais les garder pour l'instant. Voilà. Ça va, Jean-Jean ? Ouais, ça, j'étais sur Excel, croisé dynamique, là, j'ai envoyé de ouf. Workaholique, c'est mignon. C'est tellement un plongeon vers le fait de ne pas se connecter à soi, le travail. C'est aussi ça. Et quelque part, le fait d'arrêter ça, ça peut te mettre te déstabiliser de façon totale pour
plonger en toi, te voir et dire voilà, maintenant on va arrêter de parler chinois, on va se regarder. Voilà, Ouais, et pour de vrai, on va vraiment. Dis-moi ce que tu vois. Voilà. Très bien résumé. Très bien résumé. Donc voilà, donc le chemin, on va dire, de réconciliation, parce que j'appelle ça un chemin de réconciliation, parce que l'idée, en fait, c'est d'arrêter de ne pas s'accepter. Ok. Au final. Donc au final du final, on vient se rassembler dans sa lumière comme dans ses ténèbres et on vient accepter ce qu'on vient proposer et accepter ce que l'autre vient proposer, c'est-à-dire on va créer une forme de flexibilité, de tolérance qui va faire qu'on va naviguer au mieux à travers la vie, puisque la vie, on le sait très bien, elle n'est pas toujours rose. Et l'idée, c'est pas de se dire qu'elle sera toujours rose, c'est juste d'apprendre à comment anticiper les mouvements de la vie. Okay. Et d'être le moins en réaction possible. C'est-à-dire que toutes les blessures qu'on va venir activer, tout ce qu'on va venir prendre perso, ou même ce qu'on va venir manifester. C'est-à-dire que je suis persuadée, moi par exemple, que quand on a la blessure du rejet, on va venir créer des situations où on est souvent rejeté. Tu vois ? Donc par rapport à ça, le fait de travailler sur ces blessures, ça va permettre aux choses de moins venir se présenter. Pour finalement avoir une vie plus fluide, plus facile, plus finalement, voilà, en se connectant le plus facilement à la joie, à la simplicité. C'est important d'avoir conscience de ça, même si je pense que pour certaines personnes, ça va paraître complètement barré ce que tu racontes. Ah ouais. Je pense que c'est important. Moi qui suis très, très cartésien, très direct, jamais je pourrais l'expliquer comme tu le fais, tu vois, parce que c'est trop chez père pour moi, mais je comprends. Mais je comprends et j'applique, mine de rien. Et c'est vrai que faire la paix avec beaucoup de choses perso, ça permet d'être tellement plus efficace. Et si tu ne le sais pas, tu traites les informations au travers du prisme que tu as créé avec le temps. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça te permet d'avoir une autre analyse de vie, une autre manière de voir les choses. Et c'est important d'être quand même assez neutre dans ton analyse. Tu gagnes beaucoup de temps et tu peux faire de sacrées bonnes rencontres. Et c'est vrai qu'il est possible de gâcher beaucoup de rencontres si tu les fais passer à travers un mauvais prisme, quoi. Ah ouais, ça s'appelle le sabotage, créer le chaos. On peut être des professionnels là-dedans et ça peut même être notre zone de confort. L'enfer. Ah ouais, l'enfer sur Terre. Voilà. Bref. Est-ce qu'on a un dernier sujet que tu voudrais aborder ? Moi, j'en ai peut-être un, si t'en as pas. Vas-y. Okay. C'est pas du tout induit, mais bon, vas-y, je t'en Allez, prie. ça part. Ouais, je t'ai fait une petite passe sans te faire une passe. Tu vas la balle, tiens. Allez, hop, c'est moi qui marque. Donc, l'enfer. Par rapport, donc, tu as commencé à, facturer tes accompagnements, donc trouver des gens qui voulaient être accompagnés par toi. Est-ce qu'on pourrait terminer sur ce moment un petit peu concret ? Comment tu actives tout ça ? Parce que là, on a entendu tout ce que tu as fait, mais comment est-ce que tu passes de cette Laurie-là à la Laurie qui a de la clientèle ? Merci pour cette question. Alors, oui. non, c'est très important parce que oui, c'est important, oui. Vivre de son art, vivre de sa passion, vivre de ce qu'on a envie là où on a envie de dépenser son énergie, quelque part, ou mettre son énergie, c'est plus joli. C'est important déjà d'être la personne qui peut facturer, qui peut se vendre, qui se reconnaît en étant compétente. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Moi, j'ai eu la chance finalement d'accepter une mission, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a demandé finalement de coacher. C'est comme ça que ça a commencé. Donc limite, en fait, on m'a demandé à me payer. Okay. Donc c'est finalement, j'ai été la personne de la situation et c'est à moi de le reconnaître. Et ensuite, la transformation opère. On pense que c'est presque pas de la chance, mais c'est tellement énorme les changements qui sont disponibles. La vie change, c'est-à-dire que cette personne-là va voir ses médecins habituels, que ce soit ostéo ou quoi. C'est en fait, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps en fait on comprend pas, il y a plus rien sur ton corps. Et là, c'est qui cette magicienne ? On veut la voir parce que finalement, d'agir au niveau émotionnel, alignement, environnemental, etc., à tout niveau, enlever la pression, la culpabilité dans le corps, la honte, réharmoniser tout ça, et ben, au final, ça agit sur tout. Et ce qui est fou, c'est que, sans m'éparpiller, du coup, en fait, j'étais aussi
comme on dit, victime de mon succès, c'est-à-dire qu'après, il y a le bouche à oreille qui intervient. Ok. Ensuite, on prend un peu de place sur les réseaux, comme je pouvais. Et ensuite, après, on valorise ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que moi, ce qui a toujours été le plus important pour moi, non, c'est pas vrai, pas toujours, parce qu'à un moment donné, j'ai été cette personne qui avait besoin de prouver, qui avait peur de perdre, donc qui a été un peu au-delà de mon système, c'est-à-dire en fait au-delà de mon régime. C'est-à-dire que des fois, j'ai dépassé mon propre régime pour être cette personne qui est capable de faire et d'engranger. Et une fois que tu touches cette limite-là, tu reviens, tu te ressentes et là, tu te dis, qu'est-ce qui est juste pour moi en termes de clientèle, en termes de business, qui fait que je ne vais pas me cramer. Parce que le centre reste quand même d'être équilibré, de kiffer, et de kiffer dans tous ces domaines de vie sans en délaisser un. Ouais. Et là, j'ai convenu de ce qui pouvait être juste pour moi. En fonction de ça, j'ai convenu une forme de chiffre d'affaires. Et là, j'ai convenu le prix de mes accompagnements. Et donc, moi, je suis dans une forme de business qu'on peut appeler organique, dans le sens où moi, je suis dans le bouche à... Ah oui, il y a quelqu'un. Ah oui, que c'est une voiture. Non, mais même, l'invité suivant est peut-être arrivé. Ah oui? Bah peut-être. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais. Donc, une sorte de business que tu dis organique? Ouais, organique dans le sens où mes clients sont soit sur mes réseaux, soit dans le réseautage, ou soit dans le bouche à oreille. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a quelqu'un. Il prévient, il fait son taf. D'accord. Là... Oui, effectivement, l'invité confirme. il me prévient. Belle analyse. Donc, tu vois, que tu dis organique. Donc voilà, mes clients, en fait, se trouvent dans ma base de données existante ou inexistante. C'est-à-dire qu'elle soit dans les réseautages, quand je me montre, quand je fais des conférences, quand je rencontre des personnes en séminaire, quand je rencontre des personnes en soirée, peu importe, soit dans mes réseaux sociaux, ou soit du bouche à oreille. Voilà, donc ça va se faire comme ça. Moi, aujourd'hui, mon format d'accompagnement, il est en individuel. Tu vas devoir intervenir, hein, je vais meubler. Hein. Vas-y, interviens tranquillement. Tu vas accueillir de nouvel invité dont je ne te donne pas le prénom, c'est volontaire. Bon, je pense que la question suivante va porter sur le système quand Urus aura fini de faire la guerre à une personne qu'il n'a pas vue. En fait, il veut dire bonjour. Après, tu peux lui faire dire bonjour. Hein? Vas-y, fais. Donc la question suivante va porter sur le système et sur la méthode, puisque, mine de rien, c'est quelque chose qui reste important. Et l'organique, c'est cool, mais c'est dommage de ne pas profiter de la data. Hein, la data, les réseaux sociaux, permanence, qui récupèrent des infos. Pourquoi pas s'en servir? C'est plutôt balèze. On va voir la position par rapport à cette question secrète. C'est OK? C'est bon, ça fait connaissance? Ouais, c'est bon, ça fait connaissance. Fabuleux. Ma dernière question, pour terminer, c'est quid, comme on dit chez nous, de la data? Puisque certes, il y a de l'organique, comme tu dis, il y a conférence, il y a réseau. Et qu'est-ce que tu fais du coup de toute cette donnée qui est à ta disposition? Tu sais que les réseaux sociaux aspirent de la donnée en permanence, qui nous permettent de toucher avec précision des gens. Donc, les gens que tu vises correspondent à une typologie de personnes. Est-ce que tu mets en place une forme de publicité ou autre? Non, pas encore. Ok. En fait, pas encore. Non, pas ça encore. peut t'intéresser. Non, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et en fait, je grandis petit à petit. C'est comme si moi, je pars du moment où mon respect, c'est toujours le plus important parce que je suis la source de ce que je prodigue et que tout le monde a intérêt à ce que je sois à mon max. Donc, en fait, je pose déjà les fondations. Je travaille dans mon respect, donc comment je veux travailler. Puis après, les choses grandissent et évoluent. Mais si je fais grandir les choses sans que moi-même, mes fondations soient stabilisées, quelque part, c'est pas du respect ni pour moi, ni pour ce qui va être mis en place, etc. Est-ce que je peux accueillir de la clientèle? Et en fait, si je peux pas accueillir de la clientèle, limite, ça sert à rien de faire des pubs. Ou ça sert à rien de faire... Tu sais quoi, d'un point de vue très technique, tu pourrais l'utiliser pour faire grandir ta communauté encore plus vite. Et plus tard, tu les convertiras.
Voilà, c'est c'est toujours ça, bien c'est d'avoir de la ça. clientèle en attente. Ouais, c'est ça. C'est pas gênant. Bah oui. Que tu aies une liste d'attente, c'est même stylé. Bah ouais, Tu vois, grave. faut pas avoir peur. Exactement. Ok. Donc, en fait, je suis passée, on va dire, du statut un peu solopreneur. Ouais. Tu vois, où tu fais tout, tu vois les limites, etc. Et là, je suis en train de m'agrandir. Je suis en train de vouloir, on va dire, donner à plus de monde l'opportunité d'accéder à mes transmissions quelque part, en créant des produits digitaux, en écrivant un livre, Very nice. en faisant des formats plus de groupe, au-delà de mes formats individuels ou retraite. Voilà, ça évolue petit à petit, mais je suis très intéressée au fait de faire de la pub, le fait d'automatiser mon business, le fait de créer des programmes, tant que ça respecte mon individualité, ma singularité et voilà, et qui je suis, quelque part. La base de tout, sur ces jolis mots. Ça me paraît être une très belle fin de podcast. Est-ce que, chère Laurie, tu as passé un bon moment ? J'ai passé un moment exceptionnel. J'ai été honorée. Merci pour tout ce que tu as créé, dans le sens où on le ressent dans tout. Donc, à l'écoute déjà du podcast. Mais quand on le vit à l'enregistrement, c'est un bonheur, en fait. Ah ouais ? C'est un très bel L'expérience espace. est cool ? L'expérience est cool. La température est cool. La lumière est cool. La vibration est cool, le niveau à laquelle on parle est cool. Ouais, okay. Et voilà, donc on se sent très bien chez toi. Donc fabuleux. Merci pour ça, c'est cool. Je suis content, ça me fait plaisir. Je tenais à créer une expérience qui puisse plaire aux gens, quelque chose de pro et d'agréable. Si tu as passé ce moment-là, c'est mortel. Comme d'habitude, petit mot de la fin. Merci beaucoup si tu as écouté jusque-là. Comme d'habitude, tu t'abonnes. Si ça te fait plaisir, tu me laisses une petite note, que ce soit une note. Waouh, quel beauf. Laisse-moi une note sur mon YouTube et sur Spotify au niveau des petites étoiles. Merci beaucoup. Et si tu as une question à me poser, comme d'habitude, tu as pose ta question. Le petit formulaire pose ta question dans la description. Dispo sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes où tu écoutes le podcast. Boum, tu me poses ta question, je te réponds. Et tu utilises le même formulaire si tu veux que j'invite une personne que tu vois dans ton entourage ou sur les réseaux, que tu aimes bien, tu as envie qu'elle s'asseye là et qu'on discute. Je te laisse finir ce petit podcast avec ce que tu veux et je terminerai après toi avec un petit au revoir. Ok, parfait. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez passé évidemment un très bon moment, que vous avez pu percevoir de la valeur et que, encore mieux, si vous l'appliquez dans votre vie, que ça a pu créer un petit déclic. On serait ravis. Voilà. J'espère que ça. Donc vraiment, merci pour ce que tu crées. Merci d'être là, d'écouter et de valoriser. Et à bientôt. Suivez-moi sur mes réseaux. Ouais, je les mettrai dans la description. Tu m'enverras tout ça. Top. Okay. Et on se reparle avec plaisir. Let's go. Une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette émission, ce podcast. À bientôt. À bientôt.